Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus qui par solidarité a mis encore un couvre-chef et bien sûr des pop de Ali de Catch Club. Ne nous filmez pas, bordel de merde. On les filme quand même. Yo la merde. Ne nous reconfinez pas. S'il vous plaît. On fait ce qu'on peut. Bienvenue les amis, bienvenue Ali, bienvenue les pop, bienvenue à tous. Bienvenue à tous à la 40e de 40e. La Cloche. La 40e. Comme en 40 quoi. Comme en 40 en plus, enfin, je veux dire, il y a eu des clochettes, etc. Donc on doit déjà être à plus de 50. Ben, on a fêté les 1 an récemment. Et 3 ans de Catch Club également. Est-ce que Et vous avez 3 été ans de invité? Catch Parce que moi j'ai Club. pas été invité, hein. Je vous dis tout de suite. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas eu de gâteau, il y a Il y rien. aura, on en avait parlé, Attendez, mais j'essaye de fermer, parce qu'il y a eu du gâteau mais je l'ai mangé tout seul. Oh purée. il y aura Je quelque respire chose plus. sûrement pour les 100 000 abonnés. Une fois que... Qui seront là quoi. J'avais ma braguette ouverte. Ah Et personne ne me dit rien. Le chauffeur Remarquez. m'a rien dit, Ali de Catch Club m'a rien dit, les voisins de Ali de Catch Club m'ont rien dit, les pop, bon elles sont habituées, elles n'ont rien dit. On te regarde dans les yeux, c'est pour ça. On te regarde dans Ouais les bah ne regardez pas trop, ça bombe pas trop là, ça fait pas bombers yeux. Très bien. comme ma trousse. Ok. Alors, On se retrouve pour la 40e pour un très gros pay-per-view. 40e, on a le droit à un gros pay-per-view avec un énorme main event, Survivor Series 2016. Ouais. Et je vais te demander ton avis pas mal par rapport à ce bah, show. j'espère, Parce disons, qu'il c'est a, un petit peu le principe du truc. il a plusieurs Le mec il particularités. réinvente la cloche quoi. Mais, non, mais parce que je, Non parce qu'il fait les je vais missions te tout seul, demander- sinon il a pas besoin de moi. je vais te demander vraiment peut-être de donner ton avis, comment dire. Ce que tu- Pertinent, voilà. contrairement aux semaines précédentes. Non, mais pas pertinent, mais voilà, on sait que Christophe, bien entendu, ne peut pas dire du mal de la WWE et il ne le souhaite pas parce qu'il aime la WWE tout comme moi. Mais j'aimerais savoir ton avis par rapport à 2016, Survivor Series, on est post-draft, on lance la rivalité Raw contre SmackDown. En 2016, je trouve que c'était pas mal. Voilà, le draft venait de se faire, il y avait une certaine ambiance. En plus, on avait les Il y avait general, l'ambiance. il y avait les general managers en fait dans chaque show et Oui, les petites équipes qui se confrontaient un petit peu, qui se teasaient. bien sûr, Donc ça crée quelque chose un petit peu, vu que ce sont les frères et sœurs Shane McMahon et Stephanie. tout à fait. Et en plus Daniel Bryan et Mick Foley qui voilà, se lançaient aussi également des petits pics. 5 ans plus tard, est-ce que ce concept on n'a pas un petit peu fait le tour aussi? Ah bah bien sûr, On est d'accord. évidemment. Bah, le problème déjà c'est qu'il n'y a rien à gagner. Exactement. Il y a le bragging rights, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire le droit de se vanter pour la traduction littérale, mais ça vaut pas cher. Le problème, c'est que ça ne dure pas. C'est-à-dire que un mois avant les Survivor Series, oh putain, c'est le truc le plus important du monde. Ouais, vas-y, je mets mon t-shirt rouge. Ouais, tu mets ton t-shirt bleu. Ouais, viens, on va se pétave. C'est ça le mot On va des se Jets. péter, ouais, on va se péter. On va se bédave. Non, Ça, c'est autre n'a rien à chose, voir, ça. Ouais, il reste du cookie. Non, mais donc il y a ça, et puis il n'y a aucune conséquence. Hmm. Moi, il y a une année où ils auraient dû, quand SmackDown se fait botter le cul, Oui, là, que Shane McMahon nous dit ouais, va y avoir du changement, ouais, et là on se serait cru vraiment dans un truc politique. Ouais, va y avoir du changement, on arrive, et bah non, il n'y a aucun changement, il se passe rien, tout le monde s'en fout, ils se sont pris 7-0, je crois, cette année-là. Ah, c'était C'est 0. juste le New Day qui avait gagné dans le pré-show. Pré-show, ouais. Mais enfin, voilà, et c'est là qu'effectivement, tu te dis si t'étais pas déjà blasé les années précédentes, qu'en réalité, tout ça n'a aucune importance. Et c'est ça le gros problème de tout ça. Ouais. C'est que si tu n'arrives pas à faire croire aux gens qu'il y a un intérêt derrière, qu'il y a un enjeu, qu'il y a une importance, même parfois minime, mais que quelque chose se joue, bah au bout d'un moment, les gens, ils s'en fichent, forcément. C'est comme les matchs amicaux en foot. Ils ont Mais créé la Ligue des totalement. légendes. Non, pas la Ligue des légendes, non, la Ligue des nations. Parce que c'était ça, parce que les matchs amicaux, quand on était gosse, les matchs amicaux, ils étaient pas souvent. C'était comme au début de Nitro Hero. Quand on était gosse, tu voyais quasiment jamais France-Allemagne hors d'une Coupe du Monde. Puis tout d'un coup, avant les Coupes du Monde, t'avais des France-Allemagne, parce que la France n'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde, et l'Allemagne était qualifiée, boum, après l'Allemagne est championne du monde, et la France avait gagné 2-1. Bon, alors merde, est-ce qu'on est champion du monde? Non. Mais bon, c'est un petit peu ça. T'avais pas des gros matchs entre gros pays en dehors des grandes compétitions. Puis finalement, bah, à cause des droits télé, à cause des revenus publicitaires, des places et tout ça, ils ont commencé à organiser de plus en plus de matchs entre grandes nations en dehors des grandes compétitions. Ce qui fait que ben, les matchs, au bout d'un moment, n'avaient plus aucun intérêt. Donc là, ils sont arrivés avec la Ligue des Nations pour faire style, ouais, il y a un classement, ouais, il y a une histoire de qualif, ici, tout ça. Mais en réalité, tout ça, c'est pour essayer de sauver les meubles. Et c'est peut-être ce qui manque dans ces Raw contre SmackDown, contre NXT. C'est
Parce que cette année, il n'y avait pas NXT, mais l'année d'avant, il y avait NXT. Et ça vient amener ce petit plus excitant. Mais il faut de l'enjeu. Il faudrait que il se passe quelque chose. Il faudrait. Maintenant, il n'y a plus de dirigeants, mais il aurait fallu peut-être que la fois où SmackDown se fait fumer, eh ben, Shane McMahon se fasse virer ou que. Moi, j'aimais bien l'époque puissance catch où il y avait eu ce Survivor Series match avec les gagnants qui prendraient le contrôle de Raw pendant un mois. Donc pendant un mois, Shelton Mhm. Benjamin avait eu droit de contrôler Raw une soirée et tous les membres de cette équipe. Et ça, c'était classe. Enfin, il y avait des petites histoires qui permettaient ensuite de continuer. Là, t'as Survivor Series pendant un mois. C'est le truc le plus important du monde. Et puis 4 jours après, ah, il y avait Survivor Series, je me souviens pas. Ah, les t-shirts, non, mais on les achetait. Ah bah d'accord. Non, mais c'est. Le catch, on recrée une compétition sportive. C'est du divertissement sportif. Dans le sport, outre les matchs amicaux, comme l'a dit Christophe, je veux dire, le but, c'est de gagner parce que derrière, bah, soit il y a des compétitions, etc. Mais il y a un gain. Il y a un gain, c'est ça qui te motive. Si au final, gagner ne t'apporte rien, alors pourquoi gagner au final tu viens, tu fais ton match, tu t'en fous. Oui. Il n'y a aucun intérêt, mais du coup, bah, les fans s'en Et foutent c'est aussi. quelque chose qui est très révélateur de ces 20 dernières années, peut-être même plus. Moi, je me souviens, justement, pour m'être replongé un petit peu avec le décès de Guy Auré dans les années 80, Guy Auré, Édouard Carpentier, quand un mec était champion, qui défendait son titre de champion intercontinental, par exemple, parce qu'on avait rarement des matchs de championnat du monde, mais on avait quelques matchs pour le titre intercontinental, ils expliquaient qu'être champion intercontinental, tu avais des primes, que tu gagnais beaucoup plus d'argent, et que quand tu perdais le titre, ben, ton niveau de vie baissait, et que c'était pour ça que tu voulais le récupérer. Il n'y avait pas d'histoire de prestige, il n'y avait pas d'histoire de match 5 étoiles, d'entrée dans l'histoire, tout ça, c'est bien plus récent, et je crois que ça a un petit peu biaisé tout l'état d'esprit autour du catch. C'est-à-dire que nous, on sait bien que les catcheurs, ils veulent offrir le meilleur match. Mais dans l'histoire, le mec peut pas dire je veux offrir le meilleur match. Ça n'a aucun sens. Le mec, il gagne sa vie en étant catcheur. Il gagne plus d'argent s'il gagne, il en gagne moins s'il perd. Son but à lui est de gagner le match pour gagner de l'argent, pour être riche. Enfin, je veux dire, c'est un peu simpliste, mais c'est un petit peu comme ça que tourne le monde, Mhm. finalement. Je veux dire, les joueurs de foot sont pareils. Les attaquants, ils veulent marquer des buts pour être dans le meilleur club, pour gagner le meilleur salaire et puis être, euh, être riche le plus vite possible. Est-ce que c'est pas ce que tout le monde veut aujourd'hui, Le hein, côté être... compétition, il manque un petit peu, quoi. Il y a pas et, assez de compétition. et l'enjeu, enfin pas l'enjeu, mais les raisons de cette compétition. Mhm. Depuis les Shawn Michaels, depuis cette génération-là, un petit peu, on a beaucoup trop insisté sur le côté grand match, bon match. Le match de légende, Mr. WrestleMania, mais combien de matchs il a gagné à WrestleMania? C'est sur ça qu'on devrait insister. La streak de l'Undertaker, elle marche parce que c'est la streak, il gagnait ses matchs. La qualité des matchs, on s'en foutait. Et force est de constater que la qualité des matchs, à part 4-5 vers la fin, le reste c'était merdique. Mais il gagnait ses matchs. Bah enfin, voilà. Donc on Survivor Series, s'il y avait une prime, s'il y avait de la thune, aujourd'hui on sait que c'est des fausses trucs. Dans les années 80-90, il y avait des gros chèques. Ouais, cette équipe qui gagne, elle va prendre un chèque de 10 000 euros, enfin 10 000 dollars. Mais on n'y croirait peut-être pas autant, mais les catcheurs, ils catchent pas pour être les meilleurs, ils catchent pour gagner leur vie normalement. Enfin, ils catchent pour être les meilleurs dans le ring et gagner leur match, pas pour être les meilleurs performeurs qui perdent leur match ou qui le gagnent. Ouais, je m'en fous, j'ai fait une superbe truc. On est d'accord. Merci. On est d'accord. Non, mais il y avait un tas, de toute façon, là, je suis stressé parce que je peux plus respirer. Donc, par rapport à Par cette rapport- période 2016, il y a une grande rivalité dont on n'a pas parlé pour le moment. En 2016, WWE 2K ramène comme personnage qui sera téléchargeable dans le jeu, etc., Goldberg. Oui, on l'a évoqué avant le SummerSlam, puisque il était de cette soirée WWE 2K Exactement. du côté de New York, où justement j'avais eu la bêtise de prendre Goldberg et Romain Mahut, célèbre journaliste de jeux vidéo, en photo, sans demander qu'ils me rendent l'appareil en quelque sorte. Ouais. Pas l'appareil photo, mais qu'ils me prennent lui-même en photo avec moi avec Goldberg. Donc j'ai aucune photo avec Goldberg. Dommage. Bah oui, je trouve ça, je suis con. Bienvenue. On a ce Goldberg qui effectue un retour à la WWE, ce qui était pas forcément attendu parce que, comme tu l'as dit dans la vidéo de la semaine dernière, le premier run de Goldberg à la WWE s'est très mal passé. C'était une année. Il avait signé pour un an. Et pourtant, c'était pas très longtemps après la WCW, donc il avait encore toute sa notoriété. Enfin, je veux dire, Non, oui, la notoriété était encore là. la Il était encore notoriété était très encore populaire. là. Bon, mais les années étaient déjà un petit peu passées, mais il avait encore son physique. Mais ce qui était terrible, on en a peut-être déjà parlé, mais à la WCW, il paraissait mastoc par rapport à tous les Mhm. autres. Et il arrive à la WWE, il était encore musclé, mais il faisait presque mince, maigre,
par rapport au Rock, par exemple. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte que la WCW, il y avait quand même un niveau moindre au niveau des physiques et de tout ça. Mais ils auraient parfaitement pu le booker comme ils vont le booker dans quelques secondes. Après, je pense que ça venait peut-être un petit peu des deux côtés. Je pense que la WWE n'avait pas forcément envie de super mettre en avant un mec WCW. Il remportera le titre lors de son premier run, il faut savoir, mais Oui, il le mais de reperdra manière... tout de suite contre Triple H. Donc au final, Et c'est un peu c'était- bien pour perdre contre Triple H. Et puis c'était un peu... C'était pas Enfin, il bat le Rock quand même pour sa première feud, Sa mais le première Rock feud était partait... pas mal. parce Sa que... première Et puis le feud Rock était pas mal. était... Je pense que le Rock était content de pouvoir faire un truc avec Goldberg. Deux mecs qui avaient quand même déjà un petit peu... Goldberg a quand même une petite carrière hollywoodienne et à la télévision américaine. On l'oublie, mais Goldberg est quand même a atteint ce niveau-là de célébrité hors catch. Et le Rock, je pense, était content à ce moment, lui qui était en train justement de grandir du côté d'Hollywood, de pouvoir se mesurer à Goldberg et de faire ces segments qui restent mythiques. Quoi. Le Rock Concert interrompu par Goldberg, C'est génial. c'est classe. Quoi. C'est Mais bon. bon, le run est foiré. Foiré. Mais Goldberg avait dit aussi lui-même qu'à cette époque-là, il n'était pas forcément dans le même état d'esprit qu'il est actuellement. Là, en 2016, Goldberg apparemment veut revenir catcher, notamment pour ses enfants. Parce qu'il a eu des enfants. Un garçon. Un garçon. Il a eu un fils depuis en fait son premier run, qui n'a jamais vu catcher le papa. Et Goldberg disait donc qu'il voulait au moins pouvoir catcher une fois devant ses enfants. Donc là, je pense que la WWE a commencé à réfléchir comment est-ce qu'on peut l'amener, etc. L'idée qui a été avancée du côté de la WWE, forcément, c'est contre Brock Lesnar. Et c'est Paul Heyman qui va inviter Goldberg à revenir pour affronter Brock Lesnar en disant que Goldberg est un petit peu la seule tâche sur le CV de Oui. Brock Lesnar. Oui, c'est le catcheur qu'il n'a jamais pu battre. Mhm. Et puis c'est leur dernier match, c'est WrestleMania 20. Exactement. Leur seul affrontement, les deux s'en vont. C'est ce légendaire combat dont le Madison Square Garden se fout totalement. Et Stone Cold Steve Austin est l'arbitre du match. Et c'est le seul finalement qui va ressortir vainqueur Celui du la match. star, ouais, du match. Parce que les fans savaient en fait que les deux catcheurs quittaient la fédération Ouais. juste après. Donc les 24 fans heures sont- avant sa fuite, Ouais. je me souviens que même nous, en France, on avait l'info Ouais. sur Internet. Donc on est quand même on est à WrestleMania 20. 2004. Bon, en tout cas, on est en 2004 et l'Internet existe déjà bien. Et donc, on savait que Goldberg et Lesnar partaient. Et justement, tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer pendant ce match? Et finalement, pas grand-chose. C'est le public qui prend le pouvoir. Donc là, Goldberg revient petit à petit et il se lance dans une rivalité avec Brock Lesnar qui va nous mener à un match lors des Survivor Series. Petite particularité de ce match, ça va être le main event de la soirée. Alors qu'il n'y a pas de titre, par exemple. Oui, je veux mais dire, il y a c'est pas Goldberg-Lesnar. Mais exactement. C'est Goldberg-Lesnar. Goldberg-Lesnar. Et on est dans cette période où... Enfin, voilà, on a vu Sting débarquer. Maintenant, c'est Goldberg. On se dit... Enfin... J'ai l'impression que 4 ans plus tard, ça y est, la fête est terminée. Mais là, on avait envie de revoir les anciens. Ah oui. On avait encore cette envie, c'était encore assez exceptionnel. C'était, on pensait pas revoir en fait Goldberg dans les rings de la WWE, c'était pas garanti à Oh, l'époque. c'était même sûr que non. Donc justement, c'était vraiment une surprise. Et en plus, oui, contre un Lesnar, c'est totalement un autre scénario que WrestleMania 20. Donc là, il y a un sacré suspense quand même, parce que la WWE, on se demande s'ils vont bien traiter Goldberg. Pendant ce temps, on a un Brock Lesnar qui est devenu petit à petit invincible du côté de la WWE. Donc c'est une très grosse affiche pour ce pay-per-view. Avant de débuter, laissez-moi quand même vous dire qu'on aurait dû se rendre à ce pay-per-view, puisque ça y est, là, on est sur notre lancée, on a fait le SummerSlam, on fera le Royal Rumble, et la WWE voulait vraiment qu'on fasse également Survivor Series. Ils voulaient qu'on soit là pour les Big Four. Le groupe AB également. Malheureusement, ce show se déroule le même jour que la finale de NASCAR. Cher à monsieur Philippe Chiro, c'est un peu le WrestleMania de la NASCAR, donc il est obligé d'être là. Si je ne me trompe pas, il n'ira pas aux États-Unis parce que l'année précédente ou l'année suivante, il va partir aux États-Unis commenter avec Patangeli. Là, il sera là, mais il va enchaîner la finale de NASCAR et le catch. Ce qui fait que, il faut le savoir, il y a 2 studios de direct au groupe AB, Media One aujourd'hui, et il est arrivé que dans un studio il y ait la NASCAR et que on ne sait pas si la course va se terminer à temps, parce qu'il peut y avoir des drapeaux rouges, la pluie, des accidents qui font que la course continue et devient parfois interminable. Donc on nous met dans le 2e studio. Mais la plupart du temps, en fait, moi j'arrivais, et puis il y avait encore Philippe Chiro et Patangeli en train de commenter une demi-heure, 20 minutes, 10 minutes, parfois 5 minutes,
parfois même 2 minutes avant le début du pay-per-view WWE, eux ils finissaient leur course NASCAR. Patangeli ensuite sort en courant du studio. Shero a vite le temps d'aller faire pipi ou quelque chose parce qu'il vient quand même d'enchaîner 5 heures de commentaires de course. Et boum, il repart pour 3h30, 4 heures de pay-per-view WWE en pleine nuit. Donc il arrive en général vers 18h au boulot pour commencer vers 20h. Et il bosse de 20h jusqu'à 4-5 heures du matin quasiment sans s'arrêter. Ça, c'était les dimanches de Philippe Chéreau. Et qui était encore plus dingue dans ces dimanches-là parce que, bon, quand il y avait une course NASCAR lambda et un pay-per-view lambda, bon, l'excitation n'est pas forcément la même. Mais là, tu as la finale NASCAR de l'année et les Survivor Series avec un retour de Goldberg et de trucs. Donc, tu es d'autant plus stressé. Il y a d'autant plus de boulot en amont, de stats à donner, de choses comme ça. Et je l'ai déjà dit beaucoup dans la cloche, ça fait plusieurs semaines que je ne l'ai pas dit, mais Philippe Chéreau est un monsieur très courageux et extrêmement travailleur. Mais ce jour-là, je l'ai quand même profondément haï. Parce que moi, je rêvais d'être sur place pour ce putain de Goldberg Lesnar. L'ambiance devait être électrique. Bah, on l'a vécu après à WrestleMania et effectivement c'est quelque chose, il faut vivre ça une fois dans sa vie. Moi j'avais déjà eu la chance de voir un match de Goldberg en Angleterre, à Londres, pour un nitro londonien, le fameux Sharon Shidalo, que les anciens ont déjà, dont les anciens ont déjà entendu parler dans un ancien épisode de La Cloche. Mais bon, c'était déjà la fin, entre guillemets, de la popularité de Goldberg. Là, on est sur un retour, donc c'est un petit peu comme quand Hulk Hogan revient à la WWE, la popularité est de nouveau grande pendant quelques mois. Donc ces Survivor Series-là, je n'ose imaginer, parce que personne ne s'attendait à ce qui va se passer, quoi. Personne. Non, justement, là, on passe au pay-per-view avec, encore une fois, moi je te cite un petit peu les quelques petits détails, tu me diras ce que ça te rappelle. D'abord, donc pour info, au niveau des matchs entre Raw et SmackDown, on va avoir un 5 contre 5 masculin, un 5 contre 5 féminin, un 5 contre 5 par équipe. Ouais. Nous avons également le champion Cruiserweight qui est de Raw, qui va affronter un catcheur de SmackDown, car en échange, en fait, à la base, on a le champion intercontinental de SmackDown qui s'est proposé pour affronter quelqu'un de Raw. À la base, c'est Ziggler qui avait lancé ce défi, sauf que, entre-temps, Ziggler va perdre le titre. Donc au final, le défi sera tout de même tenu, mais c'est The Miz qui a récupéré la ceinture entre-temps et qui défendra le titre lors de ce show. Le show démarre avec le 5 contre 5 féminin, et petite particularité, on a un changement de membres de l'équipe de SmackDown juste avant le début du match. Donc lors du pre-show, on peut citer qu'on avait TJ Perkins, Rich Swann et Noam Dar qui ont battu Nice, Gulak et Arya Daivari. Là, on sent quand même la WWE qui nous tente de nous faire du VTV, comme on dit chez nous en Alsace, c'est-à-dire des 3 contre 3 pour que ça vole un peu. Mais malheureusement, enfin moi dans mon souvenir, ça prend pas vraiment. Les catcheurs sont bons, les prises sont belles, mais on n'est plus en 96. Enfin, 20 ans sont passés et on a vu beaucoup de ces choses-là, déjà beaucoup. C'est ça. C'est-à-dire que quand c'est Psychosis, La Parka, Rey Mysterio, El Dandy qu'on citait dans l'épisode précédent, Villano 4 et 5, enfin voilà, c'était nouveau. Il y avait Hector Garza également qui était souvent là, mais là ça prend pas trop, je trouve. Non, ça prend pas parce que comme tu l'as dit, je veux dire, les gens sont peut-être habitués maintenant tout de même à ces prises, etc. Et Grande Métallique où certains parfois font quand même des choses un peu nouvelles. Oui, oui, oui. Un petit peu. Mais je pense que Calisto aussi. Calisto aussi, bien était sûr. très innovateur. Mais je pense que la WWE ne veut pas non plus qu'ils en fassent trop pour plusieurs raisons. Déjà, de un, pour pas se blesser. Et de deux, si on augmente tout le temps en fait la prise de risque et le ci et ça. Jusqu'où s'arrêteront-ils, comme disait Coluche. Je pense que la WWE elle-même, au bout d'un moment, elle dit voilà, quelques ciseaux de tête, de temps en temps, un petit saut différent, ça suffit. Pas trop. Less is more, comme ils disent. Less is more. Less is more. Donc ensuite, Kane qui bat Luke Harper également lors du kick-off. Puis lors de la carte principale, on a donc Team Raw contre Team SmackDown. Premier match, c'est le 5 contre 5 féminin. Du côté de Raw, on a Charlotte, Bayley, Nia Jax, Alicia Fox et Sasha Banks. Et du côté de SmackDown, on a Becky Lynch, Alexa Bliss, Carmella, Naomi et à la base, Nikki Bella. À la base, c'est Nikki Bella qui doit être dans l'équipe de SmackDown. Et non. Et non, car juste avant le début du match, les 4 premières catcheuses de SmackDown font leur entrée, puis elles attendent toutes Nikki Bella. Nikki Bella ne fait pas son entrée, et là on passe en coulisses, on voit qu'elle s'est fait attaquer. Oh là là. Elle s'est fait attaquer, tout de suite un arbitre arrive, Natalia arrive également
pour voir ce qui se passe et forcément on se demande si c'est Bah, pas évidemment, Natalia. c'est toujours. Le meurtrier revient toujours sur le lieu de son crime. Parce que lors des semaines précédentes, en fait, Natalia voulait être la capitaine de l'équipe de Elle veut SmackDown. toujours être capitaine. Elle Natalia. veut- encore maintenant. Ah oui, elle est déjà la capitaine de sa chaîne YouTube, ça avait beaucoup plu, effectivement. C'était quoi? Décolleté et rigolade. Rigolade et gros tété, pour certains. Notamment Je notre n'ai ami toujours pas Uva. zioté. Voilà, je Je t'aime. n'ai toujours pas zioté. Bah, Uva m'a demandé un accès VIP à cette chaîne pour une nuit. C'est pas vrai. Mais donc Natalia, comment dire, Nikki Bella qui se fait attaquer avant le match. Natalia, comme elle n'a pas été, on va dire, capitaine de l'équipe, au final, elle devait être coach. Elle devait même pas Oui, participer c'est au vrai, match. c'est vrai. À la place, au final, elle se retrouve dans le match. Elle prend la place de Nikki Bella. Petite particularité que je souhaitais citer quand même par rapport à tous les matchs traditionnels lors de ce pay-per-view. Oui. À chaque fois, il y a des capitaines d'équipe. Que ce soit pour les matchs féminins, par équipe ou masculins. Dans chaque équipe, le capitaine est le champion. Ok. Sauf pour l'équipe féminine de SmackDown, où la capitaine était Nikki Bella. Oui, parce que madame est une grosse star. C'est ça. Madame vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc oui, j'ai trouvé que c'était un petit peu marrant, parce que Becky Lynch est quand même là, elle est en plein push, elle est championne, mais elle passe après Nikki Bella sans titre. Mais là, elle est pas encore justement au sommet. Non, de c'est sa- pas la même, Là, bien ouais, entendu, c'est toujours encore. pas Becky Lynch. C'est toujours Elle pas... est championne, et ce qui est fou, c'est qu'elle va exploser sans l'être. Hmm. C'est quand elle n'aura pas le titre C'est que ça vrai. va commencer à aller de mieux en mieux pour elle. Là, elle est vraiment qu'au balbutiement de ce que sera Domaine. Yes. Donc c'était pour citer ces petits faits marquants par rapport au pay-per-view. Là, C'est on a... Raw qui gagne. Là, on a un changement juste avant. Et au final, c'est Raw qui gagne. Parce qu'on a Charlotte et Bayley qui remportent le match, qui sont les deux seules survivantes de l'équipe. Et c'est Bayley qui remporte le match pour son équipe. Sauf que le problème, c'est que les deux sont en rivalité également à ce moment-là, avec Sasha Banks et Dana Brooke, etc. dans l'histoire. Donc le match se termine, l'arbitre lève les bras de Bayley et de Charlotte Flair. Tout sourire, Charlotte, hein, parce que là, c'était... C'est génial. On est coéquipières, On s'aime. on s'aime. Et directement, une fois que le match est terminé et que l'arbitre a baissé leurs bras, Charlotte qui attaque très violemment Bayley. Méchante. Elle est méchante. Elle est Méchant, méchante, méchant. Charlotte. Elle est tellement gentille en vrai dans la vie, mais elle est tellement méchante dans pas la vie. Ah, mais elle expliquera lors des semaines suivantes. On était partenaires jusqu'à ce que le match Oui, ait lieu. oui, comme Sheamus Quelqu'un vient et de Keith sortir. Lee, Oui, voilà, il y a que pas si Sheamus longtemps. vient de l'utiliser également la même excuse. Une fois que la cloche a sonné, c'est terminé, la vie reprend, madame. Et on enchaîne avec le second match de la carte principale. À la base, donc, on devait avoir Dolph Ziggler qui devait défendre le titre intercontinental face à Sami Zayn, mais au final, Ziggler qui perd le titre entre-temps face à The Miz. Donc c'est The Miz qui se retrouve à affronter Sami Zayn. Pareil, hein, du côté de Raw, c'était un petit peu la guerre entre Mick Foley et Stephanie McMahon pour choisir qui allait affronter The Miz. Ils avaient chacun en fait leur petit chouchou. Au final, c'est Sami Zayn qui a été sélectionné. Il y a un finish un petit peu particulier. Ah, Bah, Maryse intervient beaucoup. le hit couple, le hit couple, le hit couple. Maryse, tu l'avais interviewé aussi déjà. Oui, mais avec le Miz. Avec le Miz aussi. Pas toute seule, elle avait refusé. Non, c'est pas vrai, non, non. Non, mais ils étaient venus à Lille et on avait eu la chance effectivement de les avoir en couple. Et Maryse nous avait dit justement, c'était juste, elle nous avait dit, moi j'aimerais bien ça monter on monte pas, mais j'aimerais ça fonder une famille. Ah, bah voilà. Et j'aimerais ça 2 voire 3 enfants. Et le Miss qui regardait à côté, genre quoi? 2, 3, mais t'es malade ou quoi? Genre, moi je veux pas de gosse quoi. Enfin, pas à ce point-là, mais on sentait que le Miss était pas encore prêt à. Ah bah à fonder, regardez-le maintenant avec ses enfants, il est comme ça. oui, ils bah, font des séances photos, en plus c'est ouf. Les C'est Américains. normal. Enfin bon, les Américains, il n'y a pas que les Américains. Il y a Thibaut Vizirian également qui fait des séances photos. Le gars, limite, il loue un hélicoptère pour faire des séances photos avec son enfant. Bravo à lui. Maryse qui apporte vraiment quelque chose à ce moment-là au personnage de The Miz. Ça... C'est un des meilleurs moments ces dernières années de... C'est tout le contraire, encore une fois, pardon, hein, ça sera toutes les semaines maintenant, parce qu'on sait que vous l'aimez, donc on va appuyer dessus, mais de Dolph Ziggler. Alors certes, le Miz s'inspire beaucoup des autres, hein, beaucoup diront qu'il s'est beaucoup inspiré de Chris Jericho. Là, avec Maryse, bah, il s'inspire, je ne sais pas forcément de plein d'autres superstars dans l'histoire. C'est pas révolutionnaire, mais ça fonctionne. Dolph Ziggler, on l'a jamais vu avec une meuf. Elles sont où les meufs, Dolph? Elles sont. Non mais je demande ça sérieusement. Si, enfin oui, il y a eu AJ Lee, mais ça n'a pas fonctionné comme là le couple Maryse Miz, le hit couple. Enfin voilà, c'était ça m'avait donné beaucoup d'inspiration. Et j'étais pas le seul, ça avait beaucoup plu parce que enfin quand moi je sors beaucoup de conneries autour et que les gens sont inspirés, c'est que ça marche.
Et ça mène à des finishes différents un petit peu, on va dire, suite à Alors là, c'est quoi le l'utilisation. finish? Parce que là, ça fait 10 minutes qu'on est dessus, j'aimerais Là, savoir quel est le finish. là, lors de ce match, en fait, alors que Sami Zayn est en train de porter une prise de soumission à Demise, Maryse sonne la cloche. Ah oui. Sauf que nous, on ne voit pas, hein, bien entendu, on ne Non, on regarde pas entend, à ce bah oui. moment-là, mais on entend. Donc on pense que c'est terminé, Sami Zayn pense qu'il a remporté le match. Et non, on se retourne et on se rend compte qu'en fait, c'était Maryse qui avait sonné la cloche. Derrière, roll-up, Demise qui enchaîne tout simplement avec un roll-up pour la victoire. Donc justement, c'est Maryse à ce moment-là qui aide tout le temps à remporter Demise. C'est également la période où Maryse avait son fameux pepper spray. Hmm. Elle utilisait tout le temps son petit spray poivre. Oui, son spray poivre. Son spray Sa bombe lacrymo. littéralement. Son spray poivre. Vous aussi, commandez votre spray poivre à l'image de Catch Club. C'est les Pour les mots 3 ans, que utilisez le j'utilise. code réduction spray poivre Catch Club 30 ans. J'utilise le mot du. C'est un Ouais, ouais, spray spray avec poivre. du poivre. Poivre spray. On enchaîne avec le match par équipe 10 contre 10. Déception. 10 contre 10. 10 contre 10 aussi. Ouais, mais moi j'ai connu les Survivor Series des années 80 où t'avais Demolition, les Conquistadors, les Powers of Pain, la Heart Foundation, enfin toutes les équipes de la WWE de l'époque qui s'affrontaient. Le ring était entouré de superstars et il y avait quelque chose quoi. Alors après c'était très rapide, mais tu pouvais déjà déceler qui serait bientôt. Parce que tu voyais Bret Hart arriver et boum, ça devenait classe pendant quelques instants. Et puis tu avais les Rougeaux aussi qui étaient très talentueux. Jacques et Raymond, bien sûr, aujourd'hui commentateurs. Pas qu'aujourd'hui, hein, depuis de longues années. Mais voilà, j'en attendais beaucoup de ce match. Franchement, j'étais content qu'ils fassent revivre cette tradition. Et puis finalement, à force de constater, ils l'ont plus refait. Non. Parce que ça n'a rien donné. Justement, Mais parce apparemment. qu'aussi, les équipes ne sont plus ce qu'elles étaient. Les équipes des années 80, il y avait du. Là, c'est vrai que certaines de ces équipes, on peut les citer. Hein. Donc d'un côté. Quand même, un petit détail, il faudrait que je finisse par laver ce truc parce que ça pue. Ah. Mais enfin, si je suis malade dans les semaines à venir, vous savez que ça vient de là. C'est pas de ma faute. Non, c'est de la mienne parce que je le lave jamais. On a Team Raw, donc Cesaro, Sheamus, Enzo Amore, Big Cass, Lou Gallows, Carl Anderson, Biggie et Kofi Kingston pour le New Day, et les Shining Stars. Donc bien Et entendu. Pico et Primo. Primo et Vous vous rendez Pico. compte Primo et Pico, Les exactement. gars, ils ont eu 74. Dont les Shining Stars, c'était quand ils étaient vendeurs de voyage à la sauvette là. Je crois, oui. Venez c'est à ça, Porto Rico. Exactement, Il y a de la exactement. boisson, il y a du soleil. Avec donc en face 10 catcheurs de SmackDown, Chad Gable et Jason Jordan, Fandango et Tyler Breeze, Heath Slater et Rhino, Mojo Rawley et Zack Ryder, Jay et Jimmy Uso. Ce match servira au final surtout à mettre en avant une équipe, Cesaro. L'équipe du Racing Non, pardon. Cesaro et Sheamus. Encore une fois, on est dans la période où la WWE essaie vraiment de pusher Cesaro et Sheamus. Ils ont réussi. Hein. Et justement, honnêtement, pour moi, ils n'étaient pas partis gagnants parce que moi, je fais partie de ces personnes pour qui Cesaro et Sheamus étaient vraiment deux catcheurs solo. Et j'ai mis énormément de temps à accepter, on va dire, que ce soit devenu une équipe. Au début, je voyais, même s'ils faisaient équipe, Ouais. je voyais encore ça comme deux catcheurs solo. Au fil des mois, ça va devenir The Bar. Et c'est vrai que toutes ces victoires vont y contribuer au final. C'est la WWE qui a pris la bonne décision, car les deux survivants du match, lors du match par équipe, sont donc les deux bars, Cesaro et Sheamus. Je passe assez rapidement sur ces matchs parce qu'on va surtout s'intéresser au main event, bien entendu. Bien sûr. Et puis bon, il y a aussi le match en solo homme. Enfin, pas en solo, mais le match homme, Parce qu'il y a pas quelques- équipe, quoi. quelques gros moments justement Ouais, lors de puis, ce match également. Ouais. qui était... Enfin, c'était pas souvent qu'on avait des matchs de cette durée-là. C'est Mais vrai. avant, on a donc ce match Cruiserweight que tu évoquais tout à l'heure avec Kendrick, le champion, qui affronte Kalisto de SmackDown. Tout à fait. Le match se termine assez rapidement. Enfin, le match a quand même 12 minutes, mais au final, en fait, on n'a pas de vainqueur. On va dire que Brian Kendrick conserve le titre par disqualification, mais c'est un no contest en fait, parce que Corbin intervient et il défonce tout le monde. Corbin intervient, il défonce tout le monde parce qu'il est pas content. Parce Pas que content, Corbin. Kalisto venait d'effectuer son retour il y a quelques semaines à SmackDown et il s'était un petit peu embrouillé avec Corbin. Il n'y avait pas eu des coups de chaise Il y avait eu des coups de chaise. Il y avait eu. Je me souviens des coups de Et chaise. parce que dans l'histoire, justement, c'était Corbin qui avait blessé Kalisto à la base. Il y avait donc cette guerre entre Kalisto et le Corbin. Donc, Et le Corbin n'est pas content. voilà. Et donc il vient foutre en l'air ce match. il vient tout casser. Merci Corbin. Et derrière, ensuite, il s'embrouille justement avec les managers en coulisses. Pas- On passe au 5 contre 5, SmackDown contre Raw, des très grosses teams, attention. Donc du côté de Raw, nous avons Braun Strowman, Chris Jericho, Kevin Owens, Roman Reigns et Seth Rollins, deux membres du Shield. Kevin Owens et Chris Jericho étaient
capitaine de l'équipe. Pour rappel, à ce moment-là, ils vivent. Hein. C'est à deux, quoi. C'est le roman d'amitié entre Owens et Jericho, co-capitaine au Survivor Series 2016. Ouais, avec moi, ce Rome. Ouais, super. Je ne sais pas chanter. Les pop. C'est vrai, il sait pas chanter. Par contre, je peux vous dire ce qu'il fait la nuit. Non. Il dort. Je rêve. En face, nous avons la team SmackDown avec AJ Styles, Bray Wyatt, Dean Ambrose, Randy Orton et Shane McMahon. Shane McMahon qui a remplacé un Shane catcheur McCount. au dernier moment Toc, toc. pour ce match. Ouais, là. Merde. Il aurait pas vraiment dû. Mais non, mais. C'est là où. Enfin, on l'aime tous, Shane McMahon. Certains plus que d'autres, il faut être honnête, mais pourquoi Pourquoi le mettre à ce moment-là dans le match? Franchement, Il y a c'est assez vrai. de monde à C'est SmackDown. vrai que oui, il est pas dans les rivalités. C'est un peu, on le verra après avec The Best in the World, finalement ça donnera quelque chose de sympa, mais là je crois qu'en plus ça mène à rien. Ben, ça mène à rien du tout. Par contre, il va nous sortir du Shane McMahon lors du match et il va même ressortir blessé de ce match. Je suis sûr que tu te rappelles de ce qui va se passer. On peut le citer tout de suite, mais lors de ce match, donc déjà à un moment, tout le monde s'acharne sur Braun Strowman. On peut aussi préciser que Damn Wars est la mascotte Bien entendu, bien de entendu. l'équipe Ça mènerait de à un moment SmackDown. super lors de l'épisode de Raw ou de SmackDown précédent où on a les deux équipes face à face et on a Chris Jericho à ce moment qui se tourne vers Ellsworth et qui se moque un petit peu de lui en disant You, Mec sans menton, you're non? kind of funny looking. Mais c'est vrai que voilà, il joue bien son rôle à ce moment-là. On va citer tout de suite la blessure de Shane McMahon parce que donc Shane déjà effectue un saut vers l'extérieur à un moment sur Braun Strowman, ce qui va mener à l'élimination de Strowman par la suite. Tout le monde s'acharne sur lui. Puis quelques minutes plus tard, on a Shane qui monte sur la troisième corde pour effectuer un coast to coast Oui. sur Roman Reigns. Et Roman Reigns le chope en plein air pour un spear. Est-ce Oui, que il le découpe en deux, oui. il le Et après Shane reste allongé, il est c'est KO. effrayant. Il est KO. Et je peux vous dire, hein, parce que c'était pas prévu, hein, parce que ce qui se passe en plus après ce spear, c'est que Roman Reigns couvre Shane McMahon. J'ai l'impression que Shane doit plus ou moins être Ah oui. éliminé. Shane se dégage au compte de deux. Parce qu'il sait plus ce qu'il fait. Il sait plus ce qu'il fait. Donc Shane se dégage, l'arbitre ne comprend pas. Roman Reigns aussi remarque qu'il y a un problème. Du coup, tous les catcheurs sortent du ring. Tous les catcheurs sortent du ring car ils comprennent qu'il faut vider le ring. Et Shane, à un moment, montre sa tête. Il montre sa tête apparemment. En fait, le choc est très violent hein, sur le spear. Et du coup, l'arbitre, par lui-même, élimine Hmm. Shane du match. Il fait ah non mais écoutez, c'est pas possible. Donc l'arbitre nous dit d'un coup que Shane est éliminé. Un petit moment assez intéressant, c'est touchant surtout. On peut le voir, si vous regardez en bas de l'écran à gauche, on peut le voir rapidement lors du pay-per-view. Mais je sais que l'image est également présente sur YouTube avec les caméras de la WWE. Les enfants. Oui, Les enfants de Shane les sont au enfants de premier rang. Shane sont au premier rang. Et c'est Randy Orton Oui, qui qui va leur parler, leur dire... Papa va bien. Ouais, vous inquiétez pas. C'est un petit beau moment, mais c'est cool de voir voilà, que Orton va s'occuper des enfants en leur Bah, disant... et les papas aussi. Bah, bien et puis, sûr, bien sûr. on en a évoqué il y a 2 ou 3 numéros, je ne sais plus, mais voilà, c'est plus le Randy Orton Non, clairement. de 2004, 5, 6, le petit con, Mhm. comme beaucoup l'évoquent dans les différentes interviews. Là, c'est Randy Orton, l'homme, le papa, le père de famille, qui se dit bah, si c'est mes gosses qui étaient au premier rang, j'aimerais bien que quelqu'un aille les Exactement. prévenir, leur dire que c'est bon, Yes. on va l'évacuer, on va tout faire ce qu'il faut. De toute façon, c'est Shane McMahon, hein, donc c'est sûr que les médecins et tout vont faire Bien sûr. d'autant plus ce qu'il faut, puisque c'est quand même le fils du patron. Mais voilà, effectivement, je suis d'accord, je m'en souviens, oui, que Randy Mhm. Orton va les La rassurer. vidéo avait tourné un petit peu à l'époque parce que oui, voilà, c'était un beau petit mot. Orton qui va rassurer les enfants de McMahon. McMahon qui est évacué donc par les médecins de la WWE. Au final, il ira bien, il y aura rien de grave derrière, mais à ce moment-là, voilà, il était sonné. Je pense que ça a un très gros choc. Bah oui, mais après on l'aime bien, on adore qu'il se jette du haut du Hell in a Cell, qu'il fasse ce genre de bêtises, mais en même temps, bah, il y a quand même beaucoup de catcheurs sous contrat, il y a quand même beaucoup de mecs dont c'est le métier, qui s'entraînent quotidiennement pour le faire. Il y a un moment où tu peux peut-être te dire, allez, je les laisse faire, quoi. Là, en plus, le choc était... Surtout que, pardon, mais surtout que tout le reste, enfin, Shane McMahon dans ce match, ça a pas fait acheter Non, des et- networks ou des pay-per-view. Je me disais ça mot pour mot dans la tête à l'instant. Quant à ce main event, on s'en fiche limite un petit peu du reste de la carte en toute honnêteté. C'est pas Shane McMahon dans ce match qui allait ajouter, comme tu l'as dit, des ventes de pay-per-view. Allez, je sais qu'il y a quelques fans féminines qui sont très Oui, fans mais de... bon, quand même.
Dire, il aurait pu jouer la co-mascotte ou le Non, c'est co-capitaine, clair. faire un spot moins dangereux dans le match. Enfin, il aurait pu. Le problème, donc, c'est que le choc est violent sur le sol, mais en même temps, en fait, il se prend un petit peu l'épaule de Roman Reigns lors du spear. Roman Reigns ne tombe pas totalement au milieu du corps de Shane McMahon. Il y a soit sa tête, soit son épaule, c'est très rapide. Hein, donc, mais il se cogne en fait contre la tête de McMahon. Donc voilà. Gros choc à noter, c'est un des faits marquants de ce match. Au niveau Ouais. des autres faits marquants, on a AJ Styles et Dean Ambrose qui s'embrouillent dès le début, alors qu'ils sont dans la même équipe, et ça mène à l'élimination d'Ambrose. Ça mène à l'élimination d'Ambrose, ce qui fait qu'un peu plus tard, lors du match, Ambrose revient, il veut s'en prendre à AJ Styles, mais la sécurité intervient pour ramener Ambrose en coulisses. Sauf que là, Seth Rollins saute sur la sécurité pour les attaquer et libérer, on va dire, Ambrose. Seth Rollins et Roman Reigns, je rappelle, sont à Raw, Ambrose est à SmackDown, et depuis en plus le Shield s'est terminé, ils se sont affrontés ces trois-là, Oui, etc. mais Rollins c'est un nouveau face. Mais Rollins est un nouveau face, mais en tout cas je veux dire, il y a une vraie séparation, et du coup les fans attendaient que ça, les fans Oui. attendaient que ça. Donc Rollins attaque les membres de la sécurité, puis il se retourne vers Ambrose. Ambrose, il a une rivalité quand même avec Rollins, donc là il comprend pas trop, il le regarde et il fait allez viens, c'est parti. Et là, la foule explose. Et même moi, hier soir, j'ai regardé ce moment et je me suis rappelé à quel point le Shield, merde. Bah oui, bah oui, Merde. bah oui. Bon, Oh. après, ils l'ont pas foiré totalement. Le Shield, ils ont fait. Ah Ça non, aurait mais pu quand durer je dis beaucoup plus merde, je veux longtemps. dire merde, c'était génial. Quoi. Oui. C'était génial. Ils auraient pu C'est, durer plus longtemps, mais ça a- ça a été une sacrée La période. fin hein. a été abrupte avec ce plan B qui est arrivé un petit peu de nulle part. Mais par contre, quand ils se Mais réunissent... c'est souvent sympa aussi quand les choses arrivent de nulle part. Ouais. Parce qu'ils auraient pu faire durer ça pendant des mois, avec comme par exemple Bailey et Sasha Banks, leur séparation, et au bout d'un moment tu te dis bah ça n'arrivera plus, finalement ça arrive, mais Et peut-être que le Shield aurait perdu de sa saveur s'ils C'est avaient ça. attendu. là, Alors que là... là ça nous a... Seth Rollins nous a mis un coup de chaise à tous dans le dos, Ouais. ce jour-là. Ce qui fait que cette blessure, encore aujourd'hui, on y pense, ce segment encore aujourd'hui on y pense. Donc c'était sans doute le meilleur moyen de mettre un terme au Shield, mais après c'est vrai, c'est comme la Wyatt Family qu'on évoquait dans l'épisode précédent, on a toujours ce doux rêve de revoir un jour le Shield à fond, et pourquoi pas en heel, enfin voilà. Bon. Donc derrière, voilà, comme vous pouvez l'imaginer, Rollins et Ambrose. En fait, les commentateurs expliquent que Rollins, il comprend Ambrose. Il comprend que Ambrose, il en a marre de AJ Styles. Donc là, il va le soutenir. Derrière Ambrose et Rollins, qui prennent AJ Styles pour que Roman Reigns lui porte le méga powerbomb, le triple powerbomb. Et c'est un grand moment. Et c'est vrai que moi, quand je me suis dit ça, je me suis dit merde, que ce soit dans 5 ans, dans 6 ans, dans 8 ans ou quoi que ce soit, faudrait revoir ces trois mecs au moins une fois ensemble dans un ring. Refaire une fois ce check pour les fans, etc. Et Ambrose l'a reprécisé cette semaine, hein, même si maintenant il est à la AEW, etc. Le Shield, ça reste le meilleur souvenir de sa vie Bah, c'est et de sa normal. carrière, quoi. Donc c'est... Déjà, il a dû se faire quand même pas mal d'argent. Ah oui. Encore une fois, on l'évoquait dans l'épisode précédent, mais le catch, à la base, enfin les catcheurs sont dans le ring pour gagner de l'argent. Donc produits dérivés, tout ça, ça a quand même dû être assez important. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose dont il entendra parler toute sa vie. Toute sa vie, on va lui dire le Shield, comme les inconnus en France, bon, rien à voir avec le catch évidemment, mais je veux dire Bourdon et ses camarades, Legitimus et Campan, on leur toujours quand est-ce que les inconnus reviennent. Pendant de longues Enfin, années, c'était que ça. Elie et Dieudonné, on leur disait bon bah c'est quand le retour de Elie et Dieudonné. Aujourd'hui encore, on me dit bon c'est quand le retour d'Ajus et Chéreau. Et là je dis mais on est toutes les semaines en tête. Ah merde, pardon, excusez-moi. Mais effectivement, non mais ça m'arrive assez régulièrement. Ah c'est dommage que vous commentiez plus avec Chéreau. On est encore toutes les semaines. Ah ouais bon bah. Alors c'est peut-être dommage que j'ai arrêté de regarder le catch. Oh oui, ça doit être ça. c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Donc c'était les plus gros faits marquants de ce match. La rivalité Ambrose-Styles qui continue, la petite réunion du Shield qui a fait popper les fans, Shane McMahon qui se blesse. Shane McCount. Et à la fin, c'est pour info Bray Wyatt qui remporte le match pour son équipe avec Randy Orton encore à ses côtés en tant que survivant. Donc cette petite Wyatt Family qui domine le Survivor Series match. Mais c'est trop tard pour Wyatt. Je veux dire, certes une victoire c'est bien dans ce match, mais on va dire que il en fallait plus déjà un petit peu avant. Oui mais bon il va devenir champion du monde bientôt. Il là. va devenir champion du monde, mais honnêtement ce règne... Oui c'est déjà foutu. C'est déjà trop tard. Ce règne Mais n'était pas... il fallait le faire venir bien avant. Bon, voilà. Mais on n'est jamais content avec les règnes de Bray Wyatt finalement. Hein, parce que quand il devient champion avec le Find, on se dit c'est trop tôt. Moi ça m'allait. Avec le film personnellement, moi ça m'allait. Ah non, moi je m'étais dit c'est trop tôt. Moi ça m'allait. Moi j'ai vu également beaucoup de personnes qui disaient il a pas besoin du titre. Ah il avait pas besoin, oui c'est ça. Et je me Mais, dis c'est trop tôt parce que après ils étaient coincés.
Ouais, ça Et c'est clair. ça a c'est tout clair. fait dérailler Ah, derrière. non, ça c'est clair. Bah, Donc, ils lui ont clairement donné sans savoir vraiment ce qu'ils allaient faire derrière. Et clairement, ça a posé un petit peu problème. On passe à ce main event. Goldberg contre Brock Lesnar. Toi, en tant que fan, à quoi tu t'attendais avant ce match? Est-ce que tu pensais que ça allait être expéditif? Est-ce que non, tu pensais que ça allait être Suplex City? Est-ce que... je m'attendais à ce qu'il se loupe. Ni Goldberg ni Lesnar, hein, pas comme en Arabie Saoudite, Goldberg et l'Undertaker, mais à ce que la WWE loupe le coche. Je m'attendais à ce que la WWE, comme on a vu avec Lesnar et Velasquez. Bon, moi, Oui. j'attendais rien de Velasquez, Lesnar. Je n'avais pas du tout suivi leur rivalité en UFC, mais force est de constater que le résultat était C'était raté. mauvais. C'était C'était raté. raté. Ils ont fait gagner Lesnar. Limite, tu te dis, est-ce que c'est Lesnar qui a dit ouais, je veux ce match pour pouvoir gagner? Alors que bon, ça n'a rien à voir. L'UFC c'est pour de vrai, la WWE c'est du spectacle. Enfin, et puis la manière, c'était vraiment très bizarre. Et ben, je m'attendais à ça pour Goldberg Lesnar. Je m'attendais à ce que Lesnar gagne le match parce qu'effectivement, il s'agissait de prendre sa revanche sur Goldberg. Parce qu'effectivement, Lesnar était vendu comme le top guy de la WWE à ce moment-là. Et que, un peu comme Hogan contre l'Ultimate Warrior à Halloween Havoc 99, 8 août. C'était pour Kogan et sa victoire. Voilà, Kogan récupère une victoire face à l'Ultimate Warrior, la seule qui lui manquait sur tous les grands noms des années 80 qu'il avait déjà vaincu et revaincu. Donc voilà, je m'attendais à ce que Lesnar batte Goldberg et que ciao. Goldberg aura pu combattre une fois pour son gosse. Il aura pu faire son entrée finalement. Enfin, je veux dire, mine de rien, dans les matchs de Goldberg, ce qui était classe, c'était effectivement cette entrée, cette mise en scène, ce côté. Il arrive avec les fumigènes, il ressort, il crache la fumée comme s'il venait de fumer une clope. Donc, moi j'étais pareil. On se posait tous des questions par rapport à ce match, mais je voyais pas Goldberg particulièrement se relancer. Sachant qu'on connaissait cette histoire un petit peu. Donc, Goldberg qui voulait catcher pour Oui. son fils. Donc, on se disait, bon, à venir, il va faire son match. Au moins, son fils l'aura vu et c'est terminé. Donc, honnêtement, gros suspense, mais on était plutôt sur une victoire de Brock Lesnar. Oui, parce qu'on se disait, il n'y a pas de raison. Y a pas Là, de- je veux dire, Goldberg, non, mais Goldberg, il fait un one shot. Il va pas revenir et devenir champion tout de même. Bah non, enfin, Quand même, tout quoi. ça sortirait, quoi. Ils Donc vont pas faire ça forcément, en le 2016. mec qui fait le jeu vidéo, ok, il revient, il fait un match, il perd. Enfin, comme Sting, Bah oui. il revient, il perd. Donc, tu te rappelles un petit peu Oui, du oui, match oui, parce que je l'ai revu déjà plusieurs fois. Ouais. Et ça fait partie de ces matchs que j'avais montré à mon ami Johan Kunkel, que j'embrasse, le Kunk, le Skunk, il a plusieurs surnoms, qui était à la base fan de catch, et c'était l'ami d'un ami, c'est la première fois que je l'ai rencontré, et il était fan de Goldberg. Et donc la première fois que je l'ai rencontré, il me parlait de Goldberg et tout, il me respectait, aujourd'hui il me respecte plus du tout, hein, mais au début il me respectait, je l'appelais même Funky, parce qu'il avait un t-shirt Funky. Enfin voilà, il y avait un système de hiérarchie entre nous. Aujourd'hui, la hiérarchie s'est totalement inversée. Il me prend pour la dernière des merdes et il a forcément raison, je pense. Mais bon. Donc, après que ce match ait eu lieu, je lui ai montré. Parce que j'avais Goldberg et puis il connaissait Brock Lesnar aussi. Donc, je lui ai dit, putain, ils ont refait Goldberg, Brock Lesnar. Parce que l'ambiance. Enfin voilà, c'est là où j'en ai vraiment voulu à Shero pour cette finale de NASCAR. Parce que je me dis, putain, certes, le match, bon, spoiler, pas spoiler, il dure pas longtemps. La plupart d'entre vous, vous savez déjà que ce match est court. Mais tu veux être dans cette salle. Tu veux vivre ça. Tu veux vivre cette entrée. Tu veux vivre ces cris, ces hurlements et cette surprise. Non, C'est la première fois en commentaire que je vais utiliser l'expression il lui a pété la gueule. Je crois, il dit ça comme si j'avais inventé la bombe atomique. Non, mais Mais, ça veut dire que là, t'étais vraiment. mais ouais, euh, on était comme des fous, quoi. Tu vois, tu fais toute cette soirée, tu sors d'un match de 52 minutes. On l'a pas précisé, hein, mais le Même match. 52 minutes, 55 secondes. Donc 53 minutes quasiment, quoi. Une heure et quelques avec les entrées, c'est presque une heure et demie de match, quoi. Et on a d'autres matchs, je veux dire, traditionnels hein, lors de ce show, mais ils durent 15-20 minutes. Donc là, c'était vraiment très spécial d'avoir un match de 52 minutes pour le 55 masculin. Et derrière, on a un main event. 1 minute 26. 1 minute 26. Les entrées ont duré plus longtemps que le match. Mais il y a plein de gens, quand l'équipe a rediffusé WrestleMania, où il y a la revanche, enfin, la Bien revanche sûr. de la revanche, la belle, j'ai envie de dire Goldberg-Lesnar, plein de gens qui disaient ouais, c'est de la merde, franchement, un match aussi court, tout ça. Mais non, c'est aussi ça le catch. Évidemment, un clin d'œil à Ludivine et son compagnon dont j'ai oublié le nom. Mais c'est aussi ça, le catch. C'est des matchs qui peuvent durer une heure, mais aussi des trucs comme ça,
explosif où ça te pète à la gueule et t'as pas besoin que ça dure 10 minutes. Ça aurait duré 10 minutes, on l'aurait déjà oublié. Exactement. On l'aurait déjà oublié. Ça n'avait aucun sens. Et de la preuve, Undertaker, Lesnar, ils ont voulu faire durer ça longtemps. Mhm. Alors que non, je sais même plus qui a gagné. Undertaker ou Lesnar? Entre Undertaker et Lesnar. Pardon, Undertaker et Goldberg, je voulais dire, en Arabie Saoudite. Ah oui, entre Undertaker et Taker. Taker a gagné. Taker. Ok. Ça a duré longtemps. On se souvient juste du fait que Goldberg ait failli tuer Undertaker. Exactement. Mais là, moi, je me souviens de tout le match. Tu me diras, c'est pas difficile. Mais cette explosivité, ce fait que Lesnar rentre dans Goldberg, mais bam, il le repousse direct. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et bam, ça part vite, Spear. Tu dis Jackhammer. Non, c'est pas possible. C'est pas... Oh putain! Brock Lesnar a perdu. Goldberg vient de péter la gueule de Brock Lesnar. Enfin, voilà, tu sors de ce show, putain, tu dors pas, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'étais surexcité. Tu te dis vraiment, c'est ce qu'on aime. Bien sûr, on veut aussi des classiques Bien et sûr. des matchs 5 étoiles qui durent une demi-heure et on adore tout ça. Mais le catch, c'est aussi ça. C'est aussi du Goldberg-Lesnar où ça se rentre dedans. Et je suis tout à fait d'accord pour ce qui va après. J'étais tout aussi déçu que vous. On en reparlera évidemment dans les épisodes précédents. Mais là, ce moment-là, bravo. Magie. Il n'y a rien à changer. Tu touches à rien. C'est bon. C'est ce qu'on aime. Je vois parfois des personnes qui se plaignent, comme tu l'as dit, en disant que c'est pas réaliste, c'est pas bien parce que c'était trop Mais court, si, etc. non, pas réaliste, ça marche pas. Ça y est, l'UFC est passé par là. On sait j'allais parfaitement dire- qu'il y a des matchs qui peuvent durer 20 J'allais secondes. dire exactement. Une droite et c'est fini. Il suffit de regarder de l'UFC, des sports de combat, ça peut se terminer. Littéralement, il y a 2-3 mois, un match du UFC s'est terminé au bout de 2 secondes après un coup de genou. Direct, les gars sont courus l'un vers l'autre, coup de genou, match est terminé. Donc c'est ultra réaliste, sachant qu'en plus dedans, on a des fighters, quoi. Là, je veux dire, c'est des catcheurs combattants. Le match était parfaitement préparé. Il y a tout. Et puis Il y a- les il y a cette- mimiques, Paul Heyman au bord du ring, c'est... Il y a cette ambiance, ce feeling, ce mood de grand match. Ça aurait pu être pour un titre mondial parce qu'il y a tout. Les entrées sont tout. Il y a la tension autour de ce match. Tout le monde est tendu. Les catcheurs, les spectateurs, les commentateurs, Paul Heyman, tout le monde est tendu parce que tu sais pas ce qui va arriver. Et c'est aussi ça la beauté de ce truc, c'est que justement, ça aurait pu être un match de 10 minutes, on aurait tous été déçus. Mais non, c'est un match d'une minute 26, et certains sont déçus, mais en fait non. Parce que, bam! Enfin, je veux dire, c'est une vague de C'est puissance, de testostérone, et c'était du Goldberg comme on a toujours voulu le voir. C'était du Goldberg de 98. C'était du Goldberg il y a 20 ans, quoi. C'était du Goldberg qui a pas vieilli, c'est du Goldberg comme on aime. Et donc pour vous résumer, Christophe l'a fait le match. Brock Lesnar qui chope Goldberg, qui le jette dans le coin. Mais là, Goldberg repousse Lesnar, donc Lesnar tombe sur les fesses. Et il est un petit peu étonné. Il le vend bien, Lesnar. Il le vend bien en faisant le mec choqué. Un Mais- peu comme il est choqué quand McIntyre l'élimine au Rumble. Hmm. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Il Mm. sait faire ça, Lesnar. Ah, totalement. Il a beaucoup de défauts, mais quand il doit vendre un mec en face, il sait Il le le faire. fait toujours, ouais. Et là, donc Lesnar qui se remet à sourire tout de même en mode bon, c'est pas grand chose. Il se relève et il fait cette erreur qui va se coûter, qui est quelque chose que normalement on fait jamais dans un combat. Mais là, lui, il l'a expliqué plus tard en disant que en fait, il avait sous-estimé son adversaire. Mais c'est qu'au lieu de se relever de face, parce que quand tu bats contre quelqu'un, tu lui tournes jamais le dos, il se relève en tournant. Il se relève en fait, en même temps, il effectue un Calme. petit tour sur lui-même. C'est une fraction de seconde, mais ça prolonge un petit peu son mouvement. Ce qui fait que quand il se lève, entre-temps, Goldberg a le temps de se mettre en position. Spear. Brock Lesnar se relève, deuxième spear. Et derrière, le jackhammer. Paul Heyman est effondré au bord du ring, la foule est en délire. Bah ouais. Et c'est les surprises qu'on aime voir. C'est des surprises qu'on aime voir. Et surtout, un match comme ça permet justement d'avoir le vrai Goldberg. Parce que Mais oui, on a c'est totalement... ce qu'on voulait caché. dès le début. C'est ça cache totalement... Il sait rien tous faire. ces- il sait rien C'est pas faire. méchant, hein, mais Non mais... il sait rien. Enfin, il sait pas rien faire. Mais Je on veux lui a dire, jamais demandé de faire plus. Contre DDP par exemple, c'est l'un des matchs références où ça dure un peu plus longtemps. Et c'était l'un des bons matchs de Goldberg dans sa carrière. Mais il n'y en a pas 10. Il y a contre Hogan quand il gagne le titre. Mais face à lui, il a Hogan. Hogan qui sait parfaitement ce qu'il doit faire. Et le match n'est pas génial non plus. Mais t'as Hogan en face qui sait parfaitement comment mettre en avant un mec qui ne sait pas faire grand chose. Et voilà. Et tout son run à la WWE, c'est justement des matchs contre. La première fois, c'était des matchs contre Triple H. Où Triple H a beaucoup de talent, mais Il voulait catcher avec Goldberg ouais, alors que... enfin, personne ne voulait voir ça en fait. Non. Donc Goldberg, on ne le voulait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retient. On ne retient que ça de sa carrière à WCW, parce qu'elle est plus longue
que ses squash match de son premier règne. Bah, il y avait eu un Après, il y a le heel turn, après, le il truc à revient. Goose, et ça, tout le monde l'a effacé. L'a quoi. oublié parce que c'était moins percutant, c'était moins explosif. Là, on a eu du très grand Goldberg. Vous me connaissez moi-même, vous regardez Catch Club pour certains d'entre vous. Vous savez qu'aujourd'hui, en 2016, j'ai plus forcément envie de voir Goldberg. Mais en 2021. Aujourd'hui, en 2021, j'ai plus forcément envie de voir Goldberg. Pas catcher, hein, je veux bien le voir dans un show, mais j'ai plus forcément envie de le voir dans le main event Bah non. ou pour un titre. Non. Pas aujourd'hui en 2021. Non, je suis d'accord. Et là non plus, je suis désolé. Hein. Là non plus. Le moi, main je event, voulais- toi, c'était pas Non, ça. main event si, mais pas pour après. Ah non, oui. Après tout Ah, le le bordel titre, oui, derrière. j'étais non. pas content non plus. Tout le Mais ce derrière. main event, génial. Génialissime. Goldberg et un truc. C'est un truc à voir, c'est un truc que tu peux montrer. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure avec mon ami Johan. C'est que je lui ai montré et il était sur le cul aussi. Parce qu'il y a tout. Il y a tout ce que tu peux aimer dans le catch. Les musiques, la mise en scène, l'intensité, le public et l'explosivité. Et t'as pas besoin de plus. Après, tu peux aussi montrer un Shawn Michaels Bret Hart. Tu peux aussi montrer un Kurt Angle Shawn Michaels, un Shawn Michaels Undertaker. Mais ça va demander un peu plus de concentration, un peu plus de temps, un peu plus peut-être de mise en abîme, d'explication. Là, t'as pas besoin. Tu mets juste le début du match. C'est l'heure du main event. Bam! Et tu balances les entrées et le match. Et voilà. En 10 minutes, c'est réglé. Tout le monde est content. Et bravo. Goldberg va tellement impressionner, et ce run va tellement impressionner que justement, ça va mener à... Après là, non. Après là, scandale. Mais on en reparlera dans les prochains On en épisodes. reparlera lors des prochains épisodes, mais on va dire tout ce qui va arriver par la suite n'était pas forcément prévu. La belle, je pense, contre Brock Lesnar, ça, à mon avis, quoi qu'il arrive, c'était Oui. prévu pour WrestleMania. Sauf que, voilà, entre-temps, Goldberg... Parce que beaucoup, justement, petit spoiler, vous savez parfaitement ce qui va arriver, mais beaucoup nous disent, parce qu'il y a 2 épisodes de cela, on se pose la question sur Finn Balor, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Et beaucoup ont répondu, bah, il aurait perdu contre Goldberg. Mais c'est pas sûr, parce que peut-être qu'avec Finn Balor, ils avaient peut-être d'autres plans, enfin, les routes auraient pu faire que Goldberg et Finn Balor ne se croisent pas. Oui, c'est clair. Là, bah, ça va finir par se croiser avec Kevin Owens. Et encore, honnêtement, Finn Balor, il avait été mieux traité à la base quand il a remporté le titre que Owens. Je veux dire, Balor, il a gagné sans tricher en battant Rollins et Reigns. S'il veut battre Rollins et Reigns lors de sa première semaine, qui sait, peut-être qu'il aurait même tenu le coup contre un Goldberg. On sait jamais, mais comme tu l'as dit, surtout, peut-être que si Balor était resté champion, ben, Les routes- l'histoire aurait été différente en Ouais. fait par la suite. Donc, il fallait qu'on revienne sur ce pay-per-view parce Bien que sûr. c'est... Encore une fois, ça pose les bases pour beaucoup de choses qui vont se passer lors des prochains mois et les prochaines années, parce que ben, Goldberg, on en reparle encore et encore. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine, justement pour passer vers le Royal Rumble 2017, la fin d'année 2016. On va enfin terminer cette année 2016, on a passé 5-6 épisodes dessus. On va pouvoir enchaîner avec 2017. Et le plus gros voyage de notre carrière avec Philippe, parce que comme je vous le répète, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le Rumble, Raw et SmackDown, 3 villes en 3 jours. Pour la première fois de notre vie avec Philippe, on va vivre en fait ce que vivent les superstars. Voiture de loc, hôtel, route, arrêt au stand, tu vas acheter une boisson, tu vas prendre un petit truc à bouffer, tu sais pas où bouffer, tu sais pas où t'arrêter, où est la salle, putain c'est quoi cette ville, Laredo Texas, mais putain, c'est Schiltigheim en fait, pour ceux qui connaissent. Non mais voilà, tu te dis la WWE elle va dans des grandes villes, Laredo Texas c'est Schiltigheim. Il y a 3 kebabs, un resto et un petit hôtel. Mais voilà, vraiment c'est un des gros souvenirs de notre carrière avec Philippe parce que on a tous, enfin cette route finalement, c'est un peu comme on a vécu pendant 3 jours le quotidien des superstars quoi. Tu prends ta caisse, tu changes de ville, tu changes d'hôtel, tu vas le matin à la salle, tu t'entraînes pas parce qu'on est des pauvres gars, mais voilà, tu fais toute l'après-midi dans la salle et ainsi de suite. Et quelques petites anecdotes quand même assez simples. Donc hâte de vous en parler. Vivement. Et, Vivement ce Royal Rumble 2017. Voilà. Que de bons souvenirs, j'ai l'impression. Quasiment. Ouais, quasiment. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. En route vers le Royal Rumble. Road to WrestleMania. Mais avant le Rumble, comme d'habitude. Mes amis, je vous embrasse fort. Ali également. Les pop, je vous emmerde. Oh purée. Eh ouais. Et je vous dis, comme le disait Édouard Carpentier et son fidèle collègue Regrette et Guilloré, à la semaine prochaine, si je le veux.